Depuis Montréal, ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Et je profite également pour saluer tous nos téléspectateurs que nous suivent à partir de YouTube. Je vous dis bonjour et merci. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons une dame, elle est montréalaise. Bonjour, comment ça va? On parle de l'Afrique naturellement. Bonjour, moi je vais bien et vous-même? Vous êtes? Je suis canadienne, je suis née au Canada. D'accord. Mes deux parents sont congolais. Ok, mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous demander, comme on le fait de tradition en fait à l'émission, de vous présenter vous-même. Donc moi je m'appelle Maggie Emmanuel Mbouyi Mayombo. Dites-le doucement, ma chère, vous allez tellement vite, allez-y, on veut connaître votre nom, allez-y. Maggie Emmanuel Mbouyi Mayombo. Donc moi je suis une fille sportive, très athlétique. Et je viens de graduer le secondaire, je m'en vais au cégep. Bravo, bravo, déjà, oh là là, bravo. Donc voilà, je suis âgée de 16 ans et je compte aller dans le programme de psychologie et comportement humain et de côté peut-être comptabilité et gestion des affaires. Eh ben, dis donc, bravo. Vous, avec un nom comme le vôtre, je parie que vos origines sont congolaises, n'est-ce pas? Oui, oui. Et donc canadienne, née ici, Oui. québécoise, montréalaise. Oui. Enfin, je m'identifie pas beaucoup aux Canadiennes, Québécoises, Montréalaises. Comment ça? Je préfère beaucoup plus être identifiée en tant que Congolaise parce que j'ai grandi dans cette culture-là. Même si je suis née au Canada, j'ai vraiment grandi dans une famille très ancrée dans la culture congolaise, dans la tradition congolaise. Et là, du coup, en grandissant, j'ai appris le lingala à un jeune âge. J'ai appris les bases du Chiluba quand même. Ah oui, ça, ça on peut pas s'en passer. Hein? Les bases du Chiluba, oui. Voilà, donc je m'identifie vraiment plus en tant que Congolaise que Canadienne parce que je trouve vraiment plus ma place dans cette culture-là, dans ces côtés-là, dans ces traditions-là. Certainement dans la nourriture. Je suis très fan de la nourriture congolaise. Ah bon? Donc tout ce qui est pondu, foufou, j'adore, j'aime trop. Oh! Êtes-vous sûr que vous êtes né ici, vous? Donc ouais, non, mais j'ai beaucoup grandi dans la tradition congolaise, ça vient des artistes, dans la culture, dans les traditions. Et la politique aussi, j'ai compris la politique à un jeune âge. Vous avez compris la politique? Quelle politique? On parle de quelle politique? La politique congolaise. Ah bon? Quand même, je connais quand même les noms de certains présidents, de comment tout se passe au Congo. J'ai jamais mis les pieds au Congo en soi, mais j'attends le moment pour y aller, le bon moment pour y aller. Et voilà. Dites-moi, vous êtes québécoise, canadienne? Oui. Et vous en savez plus sur... Dites-moi, comment expliquez-vous en fait cet intérêt? Parce que nous étions à la soirée de l'indépendance, la fête de l'indépendance du Congo, la fête du 30 juin. Nous avons écouté de nombreux jeunes qui se sont exprimés. Et la plupart, à notre grande surprise, la plupart des jeunes qui s'exprimaient, qui comme vous, avaient terminé leurs études secondaires et démarré leur cégep bientôt, et tous pratiquement avaient des projets ou des idées sur le Congo. Et non pas sur ici, mais tous pensaient un jour réaliser quelque chose sur le Congo. Sur le Congo. Alors que je le précise qu'il y a de nombreux Congolais qui ont des doctorats ici, qui ne rentreront plus jamais, qui sont incrustés ici même au Canada. Vous avez mentionné un choix que vous faites, parce que c'est très important, le choix à la fin de nos études secondaires. C'est quelque chose de vraiment terrible parce que c'est quelque chose qui va orienter toute notre vie, toute notre carrière. Ça peut arriver qu'en plein milieu, soit au niveau du cégep, on change de concentration et même à l'université. Ouais. Mais vous avez ciblé, si je ne m'abuse, la psychologie. Pourquoi? Oui, la psychologie parce qu'au secondaire, j'ai eu l'opportunité d'étudier le comportement humain. Et je me suis beaucoup intéressée à ça et j'ai étudié tout au long de l'année le comportement humain. Donc le non-verbal, la communication, certainement vers chez les enfants et chez les adultes. C'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on interagit avec les autres? Pourquoi c'est important pour vous le comportement humain? Parce que moi je me dis, beaucoup de jeunes, moi-même je me considère jeune, à l'école secondaire, ça je me rappelle encore, secondaire 5, on se dit, moi je choisirais tel chant, tel chant, tel chant. Mais la psychologie, c'est pesant. Pour nous, Africains, ça sent un petit peu, on voit un peu des choses comme on parle de sorcellerie, quelque part, aller chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, tout ça. Ça fait peur. Mais vous vous intéressez à ça. Oui, pourquoi? Je trouve ça,
souvent, on va parler à des gens, puis seulement quand tu regardes leur visage, leur expression faciale, tu vas te dire, ah, je comprends. C'est facile à comprendre une personne juste par le non-verbal. Tu peux lire l'expression faciale d'une personne, oui. Mais je pense que, moi, j'ai compris aussi avec le temps qu'il y a plus que ça, genre le non-verbal, vraiment avec le corps. Donc, quand quelqu'un se tourne vers une porte, ou quand quelqu'un... tu sais, genre quand quelqu'un a les bras fermés, les bras croisés. Comme moi, là. Non, mais plus vraiment comme ça. Genre une personne qui est fermée, littéralement. Ça exprime quelque chose. Ça exprime quelque chose. Et souvent, c'est plus qu'on le pense. L'expression verbale et non verbale, c'est plus qu'on le pense. Mais la psychologie humaine aussi. Souvent, on va voir au Congo, j'ai compris aussi qu'il n'y a pas beaucoup de support psychologique chez les jeunes ou auprès des parents pour dire souvent comment interagir avec les gens, interagir avec des jeunes. Et je pense que c'est juste très important de donner ce support. Dites-moi, quand je vous entends, il y a beaucoup de choses qui reviennent en moi. La communication entre parents et enfants, chez nous, sur le continent, j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, j'ai observé, ici, l'enfant s'exprime plus facilement, dès le bas âge. Il dit ce qu'il pense. Oui. Et ce qu'il dit, c'est souvent la vérité, les enfants ne mentent pas. il dit vraiment ce qu'il pense. Est-ce que, étant, comment dirais-je, né ici, de parents congolais quand même, vous avez pu constater que, est-ce que les enfants ici, nos enfants congolais, est-ce qu'ils s'expriment aussi facilement que les enfants québécois que vous rencontrez? Est-ce qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, tout ça? Vous me dites non de la tête, non. Pourquoi? Ben, on a aussi grandi au Canada avec cette idée de l'expression, comment je peux dire, la liberté d'expression. Oui. Donc, comme on grandit avec cette psychologie que je me permets, j'ai le droit de dire tout ce que je pense, c'est sûr que quand on est plus jeune, on donne les parents vont donner cette porte, cette clé à l'enfant pour dire tu peux dire ce que tu penses, dis-moi la vérité, parle-moi honnêtement, tu es ouvert à tout. Mais j'ai constaté aussi, plutôt chez les Congolais, chez les Africains, que c'est très tabou de laisser l'enfant dire ce qu'il pense. C'est tabou? Ben, presque un peu. Souvent aussi, c'est une conversation qu'on ne parle pas de beaucoup, mais un enfant congolais, souvent, on doit lui demander à plusieurs reprises, dis-moi ce que tu penses de ça. Est-ce que c'est pas le fait que l'enfant a peur? Est-ce que c'est pas le fait que, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper parce que je ne détiens absolument pas du tout le monopole de la vérité, j'aime bien partir du sens inverse comme tel. Est-ce que c'est pas parce que chez nous, le mode d'éducation, c'est l'autoritarisme. Oui, oui. L'autorité. En lingala, le mot on dit keba. Attention, l'autorité. Envers ton père, envers ta mère, tout ce qui est plus âgé. Ici, ça doit être mélangeant tout ça. Oui, non mais on va dire souvent, moi j'aime pas qu'on m'appelle Yaya. Je suis l'aînée d'une famille. Yaya, on va vite traduire pour nos téléspectateurs, c'est grande sœur, c'est ça? Grande sœur, exactement. Donc l'aîné et l'idée que l'aîné mérite le respect. L'aîné doit recevoir ce respect. Vous n'aimez pas ça? Non. Ça vous met mal à l'aise? Moi, ça me met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que moi, je pense... Parce que c'est sûr que les plus jeunes vont voir les plus grands comme super-héros, comme idéal, comme inspiration. Mais l'idée que le plus jeune doit respecter le plus vieux me sonne bizarre. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne méritent pas de respect. Il y a des gens, souvent, tu les parles, ils ne méritent pas de respect. Ils vont te manquer de respect et ils s'attendent à l'inverse. Et pour moi, c'est plus comme si, par exemple, je manque de respect à ma petite soeur ou à mon petit frère, je préfère qu'ils me disent « Tu viens de dépasser une de mes limites et tu m'as manqué de respect et j'aime pas ça. » Et pour moi, c'est facile de comprendre l'autre. Mais souvent, quand on va être dans des relations où il n'y a pas cette communication-là, c'est très dur de comprendre ce que la personne ressent, ce que la personne a, ce que la personne a à l'intérieur d'eux ou ce qu'il ressent, en gros, c'est très compliqué. Donc, quand j'arrive à analyser cela, pour moi, c'est plus évident quand la personne m'exprime directement, j'ai pas apprécié ça, que la personne aille faire des actes non verbaux d'inconfort ou de garder une certaine haine dans le cœur pour la personne, etc. Avez-vous cette impression que lorsque vous échangez avec vos collègues, est-ce qu'on vous parle toujours franchement? Oui. Oui? Ouais. Comment le constatez-vous? J'arrive à comprendre que la personne... je sais que moi, directement, si je blesse quelqu'un qui est proche de moi, il a cette liberté de venir me voir directement. Il a cette liberté, oui. Mais il n'est pas dit que la personne le fait nécessairement. Non, la personne... il y a des gens qui ne le font pas. Ça, je le sais. Il y a des gens, ils vont sentir une certaine difficulté à ouvrir
par rapport à ses sentiments. Mais moi, je suis vraiment le type de personne, dès que je communique avec quelqu'un, moi, la première chose que je dis à la personne, c'est si je t'ai fait quelque chose pour te déranger ou pour te mettre mal à l'aise, dis-le-moi. D'accord. Alors maintenant, je vous pose une dernière question par rapport à ce thème, parce que j'aimerais bien vous parler politique aussi, quelque part. Qu'est-ce que j'allais dire là, ici? Une personne, ah oui, voilà, ça me revient. Vous avez remarqué comme moi, est-ce qu'on s'excuse souvent? Les Congolais? Je ne sais pas, je vous pose cette question. Avez-vous constaté qu'on s'excuse souvent, ou bien parce que l'orgueil embarque quelque part et on fait des choses, ben, on préfère y passer dessus, on va faire quelques petits cadeaux, puis quelques tapes, machin, et puis bon, la communication n'est pas là, mais bon, et puis on a tendance à oublier. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce genre de situation? Enfin, lorsque vous observez, peut-être pas vous, mais vous observez une scène. Souvent, on va dire, par exemple, un parent a puni un enfant et pour sortir de la punition, le parent va préparer le plat préféré de l'enfant pour lui dire, viens, sors ta chambre, c'est bon, tiens, je m'excuse, voilà. Mais ce que je peux constater de cet enfant-là, c'est que cet enfant-là ne va jamais comprendre c'est quoi réellement quelqu'un qui s'excuse auprès de lui. Et c'est quand il va grandir, puis il va recevoir une vraie excuse, pour lui, ça va être bizarre. Ça va être très étranger à lui. Et moi, pour moi, dans ce que j'essaie de faire en psychologie, c'est effacer ce sentiment que c'est bizarroïde ou que ça soit différent. D'accord. Alors dis-moi, comment vivre sans excuses? C'est de ça dont je parle ici. Vous parlez d'excuses, moi je parle de non-excuses. Je parle de situations dans la vie courante où on fait des choses, tout ça, qui ne plaisent pas nécessairement à tout le monde, mais on ne s'excuse pas. Parce qu'on parle du fait qu'on vit dans une société où, bon, c'est pas très bien s'excuser. Peut-être que je me trompe, mais non, on veut pas trop se plier, l'autre comprendra. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce genre de situation? Ben moi, pour de vrai, il y a plusieurs émotions et plusieurs pensées qui sortent à ça, pas vous mentir. Mais souvent, c'est sûr que l'orgueil ou l'ego va souvent sortir pour dire ouais, non, je ne vais pas m'excuser parce que l'autre personne va comprendre ce que je ressens. Quoi. C'est l'ego, c'est l'ego. Oui. Mais c'est sûr que ça affecte tout le monde d'une manière ou d'une autre. Ne pas s'excuser, ça affecte une personne d'une manière ou d'une autre. Si tu viens, tu la pousses et tu dis ouais, excuse-moi, puis tu passes, c'est sûr que la personne va regarder et elle est comme cette personne est impolie. Moi, j'ai plus envie de traîner avec cette personne-là parce qu'elle est impolie. Et toi, quand tu vas revenir vers cette personne-là, tu vas être comme je me suis excusée. Comme non, mais c'était impoli. Tu vois. Donc c'est sûr que quand des gens vivent des situations où on ne veut pas s'excuser parce que j'ai l'orgueil ou j'ai honte, j'ai pas envie d'avoir l'air vulnérable, l'ego, ouais non, je suis trop fort, je suis trop grand, je suis trop costaud pour ça, c'est sûr que ça revient sur la personne, c'est sûr. Donc moi, c'est ce côté-là aussi que j'essaie de travailler, certainement avec les jeunes, pour que quand ils grandissent avec cette habitude de s'excuser pour ce qu'ils font. Je vous trouve très intéressante. Merci. Ma dernière question ici. Oui, je vous écoute. Vous semblez bien connaître, j'allais dire, votre pays d'origine, mais vous êtes originaire d'ici. Canada. Le pays de vos ancêtres, vous semblez très bien le connaître. Oui. Dernière question. Quelle est votre lecture de... Ma question est peut-être osée, mais je pose ma question à une personne qui s'en va au cégep là, bientôt. Quelle est votre lecture de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo? En ce moment, j'ai un peu pris de la distance par rapport à ça, pas vous mentir. Mais je sais que le président actuel, si je ne me trompe pas, c'est Félix Tshisekedi. Et que le dernier mot qu'il avait fait, j'avais pris le temps de l'écouter un peu par rapport à ce qu'il essaye de faire pour remonter les femmes, puis remonter, juste rendre la République démocratique du Congo une meilleure place pour les gens, les enfants et les femmes. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas trop sûre de comment se passe la politique au Congo, mais je vais garder un oreille là-dessus, 100%. Mais par rapport à ça, je pense que le rôle que j'essaie de donner au Congo pourrait aussi aider cette idée de remonter les enfants et les femmes et les gens au Congo en général. Et je trouve ça très important, le point que Félix Tshisekedi a monté par rapport à ça, car c'est important de remonter les femmes et les gens de la société. Ici, on va souvent dire que les femmes et les hommes, c'est la même chose, mais non. Non, pas vous n'y croyez pas? Non. Les hommes et les femmes, c'est pareil. C'est pas... On est pareil. Oui, on est tous humains. On gagne les mêmes salaires, on vit pareil. Je suis sûre que, certainement dans la culture que j'ai grandi, la femme joue un rôle très important dans une maison.
et l'homme aussi. Et c'est important de garder ce pas, la femme, où elle doit être, autant que mère de famille, etc. Je dois vous dire d'abord félicitations. Merci. Et merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Et bonne chance. Merci. J'espère que je viendrai vous voir un jour peut-être, comme patient. On a des problèmes. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après cette pause publicitaire. Madame, messieurs, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous le rappelle, ce soir, nous sommes encore une fois au Club Balatou et c'est le groupe Kotakoli, un groupe composé en fait de Congolais de Montréal. Ce sont des jeunes gens qui se sont vraiment qui se sont lancés carrément, qui ont gagné même des prix. Et donc ce soir, on est avec eux à l'émission. Mais